Nous allons maintenant envisager la cartographie du risque pénal. Cette cartographie va d'abord être présentée de manière générale et ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons quels sont les dirigeants exposés pour ensuite, dans un troisième temps, nous intéresser aux infractions qui sont susceptibles d'être reprochées aux dirigeants. La gouvernance des entreprises est une activité à risque. On a déjà vu qu'elle expose les dirigeants à des sanctions civiles. Elle les expose également au risque pénal. Ce risque ne doit pas être négligé, car plusieurs centaines d'infractions, au bas mot, sont susceptibles de s'appliquer aux dirigeants de sociétés. En effet, au cours du XXe siècle, le législateur a multiplié les infractions applicables aux dirigeants. Longtemps, la morale des affaires et la responsabilité civile avaient suffi, et elle n'avait été confortée que par quelques infractions de droit commun, comme l'abus de confiance et puis des délits spécifiques, comme la banqueroute par exemple. Mais le développement de l'économie moderne, l'essor des grandes entreprises, des marchés financiers, ont donné une ampleur considérable au comportement malhonnête. Pour protéger l'économie, autant que les individus, les sanctions pénales ont été multipliées dans un but à la fois préventif et répressif. Si la tendance est plutôt au reflux, la pénalisation de l'activité des dirigeants est une réalité quotidienne. On ne peut évidemment, dans le temps imparti, que donner les grandes lignes d'une matière aussi vaste. Donc, pour cartographier le risque pénal, on va se poser deux questions. Quels sont les dirigeants visés et pour quelles infractions? D'abord donc, quels sont les dirigeants exposés? À titre liminaire, il importe de préciser un élément important, que le Code pénal d'ailleurs affirme clairement en son article 121-2 alinéa 3. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Cela signifie que le dirigeant ne peut se retrancher derrière la responsabilité de la personne morale pour prétendre à l'impunité pénale. Ceci précisé, deux catégories de dirigeants peuvent être pénalement sanctionnés. D'abord, tous les dirigeants de droit sont pénalement responsables. Dans les sociétés en nom collectif, les commandites simples, les SARL, le ou les gérants sont exposés. Dans les SA, sociétés anonymes, le président du conseil d'administration ou le directeur général, ainsi que les membres du conseil d'administration sont, eux, exposés. Si la SA est à directoire, le directeur général unique ou les membres du directoire sont également considérés comme des dirigeants. En revanche, ce n'est pas le cas des membres du conseil de surveillance, qui, eux, n'ont pas de fonction de direction. Dans les SAS, le président, lui, est naturellement exposé, ainsi que les autres dirigeants ou membres d'organes dirigeants qui peuvent avoir été éventuellement prévus par les statuts. Et lorsque ces dirigeants sont des personnes morales, les personnes physiques qui en sont les représentants permanents sont pénalement responsables. Mais les dirigeants de fait, et non de droit, mais les dirigeants de fait sont également susceptibles d'être pénalement poursuivis. En effet, pour les sociétés commerciales, la loi prévoit que les infractions prévues pour les dirigeants de droit sont applicables aux dirigeants de fait. Alors, qu'est-ce qu'un dirigeant de fait? Eh bien, comme leur nom l'indique, le dirigeant de fait exerce la direction de la société dans les faits, à défaut d'en avoir le titre. Et plus précisément, la jurisprudence identifie les dirigeants de fait comme les personnes physiques ou morales qui, dépourvues de tout mandat social, ont exercé en toute souveraineté et indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société. Le cercle des éventuels dirigeants de fait est vaste. Il peut s'agir d'un associé de la société, notamment s'il est majoritaire. Il peut s'agir d'un ancien dirigeant qui n'a pas réellement passé la main. Il peut s'agir aussi même d'un salarié s'il agit en toute indépendance. Il peut s'agir d'un proche du dirigeant de droit ou encore d'une banque qui est un peu trop intrusive dans la gestion de son client, ou même d'un créancier ou d'un fournisseur qui dicte sa loi à l'entreprise. Dans tous les cas, la responsabilité pénale d'un dirigeant de fait ne fait pas obstacle à la responsabilité pénale du dirigeant de droit pour la même infraction, et inversement.
Nous avons vu quels sont les dirigeants exposés. Maintenant, voyons quelles sont les infractions pouvant être reprochées aux dirigeants. Il est difficile de les recenser et même de les classifier car ces infractions sont extrêmement diverses. Il y a un important tronc commun d'infractions générales sur lequel viennent se greffer plusieurs centaines d'infractions qui varient en fonction de plusieurs facteurs, comme par exemple l'activité de la société, sa forme sociale, le fait qu'elle offre au public ses titres, ce qu'on appelait auparavant l'appel public à l'épargne, ou encore le fait qu'elle soit cotée. De manière schématique, on peut distinguer les infractions visant spécifiquement les dirigeants en raison de leur seule qualité de dirigeant et les infractions les visant en raison de leur qualité de chef d'entreprise. D'abord donc, la responsabilité pénale, est-ce qualité de dirigeant de société? Un certain nombre d'infractions sont en effet des infractions dites de fonction. Infractions de fonction, cela signifie qu'elles ne peuvent concerner que les dirigeants en raison même de leur qualité. Par exemple, tel est le cas du délit d'initié qui vise, au premier chef, les dirigeants des sociétés cotées. De même, le droit des entreprises en difficulté prévoit des infractions qui ne visent que les dirigeants de droit comme de fait, notamment le délit de banqueroute. Tel est également le cas de plusieurs délits relatifs à l'administration des sociétés, comme la présentation de comptes infidèles, la distribution de dividendes fictifs ou le défaut de consultation des associés. Et bien sûr, le plus célèbre des délits de fonction est l'abus de biens sociaux. L'infraction de droit des sociétés, de loin la plus poursuivie, de très loin. Dans les sociétés par action et les SARL, est punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 € le fait pour les dirigeants de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement. Dans les autres formes sociales, le délit d'abus de biens sociaux ne peut être réprimé, mais il faut savoir que les mêmes comportements peuvent être poursuivis au titre de l'abus de confiance. Voyons maintenant la responsabilité pénale en tant que chef d'entreprise. Le dirigeant de société peut aussi avoir la qualité de chef d'entreprise. Et sous cet angle, il encourt une responsabilité, soit en tant qu'auteur des infractions liées à l'activité de la société, soit en tant que complice. Ces infractions sont également très diverses. Il peut s'agir d'infractions de droit commun, l'abus de confiance, le faux, la contrefaçon, la fraude fiscale ou la fraude douanière. Il peut aussi s'agir d'infractions économiques, en matière de concurrence, de consommation notamment. Mais le chef d'entreprise est également responsable des infractions propres à son domaine d'activité. Environnement, bâtiment, transport, industrie alimentaire, pharmaceutique, services financiers, etc. Enfin, la responsabilité pénale du chef d'entreprise concerne toutes les infractions relatives à la réglementation du travail. Et c'est là un point très important. On songe notamment au délit d'entrave qui concerne le fonctionnement du comité d'entreprise ou l'exercice du droit syndical. Mais une attention toute particulière doit être portée aux infractions aux règles d'hygiène et de sécurité, car les condamnations y sont fréquentes, et ce en plus des infractions spécifiquement prévues par le Code du travail. En effet, les dirigeants peuvent alors être poursuivis sur le fondement d'infractions générales du Code pénal. Par exemple, un accident du travail qui résulte d'une imprudence ou d'une négligence peut constituer un homicide involontaire, réprimé par le Code pénal, ou alors des coups et blessures involontaires, également réprimés par le Code pénal. Ou encore, il peut s'agir d'une mise en danger d'autrui par exposition à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Là encore, il s'agit d'un délit qui n'est pas prévu par le Code du travail, mais bien par le Code pénal.